Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Bienvenue au Blaugrana Podcast. Le podcast 100% Barça en français. Suivez-nous sur la chaîne SoundCloud du Cannes Football Club, sur le groupe Facebook Daily Barça et sur Twitter dans le compte @Blaugrana Pod. Sans plus tarder, vos animateurs Michael Miller et Alec Avendano. Bonjour et bienvenue à cette édition du Blaugrana Podcast. Avec vous Michael et à mes côtés Alec. Bonsoir Alec. Bonsoir Michael, comment ça va? Ça va moyen, je te dirais. On a eu des bons matchs dans cette Coupe du Monde, mais je trouve qu'on en a pas eu assez. Bon, je sais pas, moi, le Mexique a battu l'Allemagne, peu importe ce qui se passe après. Moi, je suis heureux. Je suis un homme heureux. 1-0 contre l'Allemagne. Rien à dire de plus. On va revenir à ce match-là parce que c'est un match qui mérite d'être analysé pour des raisons qui sont évidentes pour ceux qui nous connaissent bien. Mais avant de commencer notre émission, je voudrais passer un petit bonjour à Sergio, alias @foo_football. Merci de nous suivre sur Twitter et d'écouter nos épisodes. On apprécie beaucoup interagir avec toi sur les réseaux sociaux. Puis t'es rapidement en train de devenir notre madridista favori. Et le seul. Bon, sans plus tarder, je voudrais qu'on commence avec le match du jour. L'affiche, un des deux matchs que j'avais planifié regarder avant le début de cette Coupe du Monde. J'avais même pris congé cet après-midi pour regarder ce match. Le match Argentine versus Croatie. Le titre de notre émission, Messi versus Rakitic. Puis j'ai l'impression qu'on a eu deux contrastes par rapport à nos chers Blaugranes aujourd'hui. Donc, Alex, tu peux me dire qu'est-ce que tu as vu de ce match-là, tes impressions? On a vu une Argentine à l'image de ses prestations en qualification. Moi, pour les avoir suivis, j'étais pas surpris de leur match. Mais avant la Coupe du Monde, on disait qu'à moins qu'ils changent de cap, ça allait être très difficile. À l'arrivée, ils se prennent 3-0 contre un effectif très bien rodé de la Croatie. À l'image de Rakitic qui était comme un poisson dans l'eau dans cet effectif-là. Ou Modric aussi. Là. Ces deux-là ont fait un match mais phénoménal, les deux. Et tu sais, c'est l'effectif qui a battu l'individualité, là, si on peut sortir ce cliché-là. Parce que sur le terrain, c'était ça. C'était une Croatie qui est arrivée beaucoup plus mûre qu'à l'Euro. Contre le Portugal, il y avait peut-être un peu croulé sous la pression. Là, ils étaient mûrs, puis ils ont terminé l'Argentine. Là. Ils n'ont pas fait un bon 15 minutes, puis après, ils ont défendu. Non, ils ont dominé du début à la fin. Donc moi, j'ai vu une Croatie qui était une coche, voire deux, meilleure que l'Argentine, qui n'ont jamais été inquiétés. Rakitic monstrueux à l'image de sa dernière saison avec le Barça dans un rôle plus box-to-box, j'ai envie de te dire là, qui joue en 6 mais 8 aussi. Je pense qu'il est le rôle qu'il avait à Séville et c'est le meilleur rôle qu'il y a eu avec Valverde cette année. Et j'ai vu un Lionel Messi très décevant, on va en reparler. C'est pas lui qui doit prendre le blâme uniquement, mais il doit en prendre quand même. Effectivement. Pour revenir à Rakitic, moi j'ai vraiment eu l'impression qu'il était en pleine possession de ses moyens. Il défendait comme un chien enragé. Il était sur tous les ballons, il était sur toutes les situations. Il était impeccable défensivement, puis il était extrêmement décisif offensivement également. Il a même marqué le troisième but du match. Son coup franc sur le poteau était exceptionnel. Je ne savais même pas qu'il pouvait le tirer. Mais il y a un moment donné même au Barça qui en tirait quelques-uns. L'année du triplé. Mais quand même, on a vu un monstrueux Rakitic aujourd'hui, puis sans aucun doute, avec ce niveau-là, puis pas juste Rakitic et Modric, on peut parler aussi de Ante Rebic aujourd'hui qui a été une vraie petite peste. Absolument. Qui a été très difficile à défendre et qui a été très, très malicieux. Ouais, on a vu que Mascherano commençait à être vieux. Là.
Il Ouais. est un petit peu exposé. Très malicieux, très difficile, mais c'est une tactique qui a réussi. Les autres équipes maintenant savent très bien comment défendre contre des équipes des équipes comme l'Argentine qui sont, je veux dire, sur papier supposé être une équipe qui crée le jeu, qui contrôle la possession, surtout si on se fie à la philosophie de Jorge Sampaoli. Mais aujourd'hui, j'avais l'impression que tout ce que l'Argentine essayait, ça ne fonctionnait juste pas. La ligne défensive était fébrile. Il y avait des erreurs incompréhensibles qui se produisaient sur la dernière ligne. Même le offside trap fonctionnait pas. Je voyais des séquences où est-ce qu'on essayait de jouer la trappe, mais qu'on oubliait un ailier qui était carrément à l'opposé sur le côté droit et qui était complètement laissé libre de prendre des ballons puis d'aller tirer. J'avais l'impression que cette équipe d'Argentine ne se comprenait pas, ces joueurs-là se comprenaient pas entre eux, avaient de la difficulté à anticiper leurs actions. J'ai vu, pour revenir à Messi, essayer en toute fin de match, essayer de faire un 1-2 avec Acuna, le fameux 1-2 qui marche toujours au Barça en pénétrant la boîte. Et Acuna, à la place de redonner la balle à Messi, il essaie de faire un dribble et tirer, finalement ça se rend même pas. Ils étaient complètement à côté de leur sujet, puis ils ont mérité de perdre, puis je pense que le score a été très logique, malgré le fait qu'on a assisté à une première demi qui était très faible en occasion offensive, mais qui était très excitante au point de vue des duels. Mais il n'y avait pas beaucoup d'offensive dans la première demi. Dans la deuxième, ça s'est ouvert un peu plus, mais l'Argentine s'est tout simplement fait battre par une meilleure équipe. Absolument, et l'Argentine, à part le fait de s'appeler l'Argentine, justement, et d'avoir un passé très glorieux, quand tu regardes sur le terrain, le 11 partant, Caballero dans les buts, qui n'a pas joué depuis des années, plus que 2 matchs de suite, Otamendi qui a une grosse année à City, mais dans un gros effectif. Après, tu as Mercado, qui n'a jamais été très bon, selon moi. Tu as des joueurs comme Tagliafico le joueur favori aussi, Mercado, le joueur favori à Omar da Fonseca. Tu sais, t'as déjà Enzo Perez qui vient d'être rappelé il y a une semaine, t'as Mascherano qui est beaucoup trop vieux pour jouer 6, t'as Acuna, t'as Toto Salvio qui est plus joueur qui était. Tu sais, c'est pas sur papier, c'est pas une énorme équipe non plus. Hein. Tu sais, je veux dire, c'est une équipe, selon moi, qui est très surévaluée sur papier et qui a beaucoup trop de pression pour l'effectif qu'elle a. Et surtout, tactiquement, c'est un bordel incroyable. Les gars, on dirait qu'ils étaient mis 11 joueurs dans un parc, puis ça prend pas qu'ils jouent ensemble. Comme tu l'as dit, la défense s'alignait mal, personne ne savait quand jouer leur jeu ou non, personne ne savait quand relancer. Mascherano, lui est habitué de descendre entre 2 centraux, là il se mettait entre les 3, mais ça tout le monde se marchait sur les pieds. Messi, il a pas, je dirais, il s'est peut-être pas assez battu dans un sens. En même temps, Messi à son âge, c'est un gars qui a besoin, tu dois alimenter de ballon. Il n'a plus l'âge pour courir, pour se déplacer comme il le faisait avant. Et aussi, tu as besoin, avec Messi, selon moi, d'un gars qui va lui créer des espaces. Agüero, c'est un gars de profondeur. Il ne crée pas à Messi, il ne combine pas avec Messi. Higuaín, moi, je le trouve plus intéressant avec Messi, mais même là, les ballons, ils ne se rentrent pas devant. Puis quand ils se rentrent devant, c'est quand Messi devient, il est dos au but. Quand Messi revient, il décroche, il est dos au but, puis il y a 6 joueurs autour de lui. C'est une équipe qui, tactiquement, elle est nulle, qu'un Sampaoli, on dirait qu'il a essayé de mettre un projet, puis qui a abandonné parce qu'il a voulu le mettre trop vite. C'est un bordel. Il a dit après match, il a dit, on lui a posé évidemment une question en le comparant à Cristiano Ronaldo, qui pour moi, c'est pas un débat qui doit avoir lieu en Coupe du Monde, mais je comprends parce que c'est les 2 meilleurs joueurs du monde. Et même Sampaoli a dit, Cristiano est très bon, il y a une grosse Coupe du Monde, on peut pas le comparer avec Messi parce que Cristiano a une équipe qui joue pour lui. Et moi, j'étais incapable de créer un collectif pour Messi et je prends l'entière responsabilité. Et c'est exactement ça qu'on a vu aujourd'hui. Sampaoli est là il a bâti tout autour de Messi, ce qui est peut-être une erreur. Bâtir autour d'un joueur, honnêtement, ça marche jamais. Et en plus, il a échoué. Et aujourd'hui, ça c'est lui ça. Mais c'est parce que c'est le combienième entraîneur qui essaie de bâtir autour de Messi puis qui échoue. Moi, quand j'ai vu les changements qu'il a fait Sampaoli, j'ai pas compris. Le poste pour poste, Higuaín pour Agüero. C'était 1-0, je pense, Croatie. Exact. Pourquoi ne pas mettre Higuaín à côté d'Agüero, justement?
Sortir Enzo Perez, qui a manqué la chance de sa vie, une cage béante, et il a trouvé le moyen de la mettre à côté. Il n'y avait pas un super match non plus, je veux pas lui tomber dessus juste pour cette action-là. Là. Le match au complet dans son contexte, je pense qu'il n'a pas été à la hauteur. Pourquoi ne pas mettre Higuaín à côté d'Agüero? Pourquoi ne pas avoir fait entrer Dybala plus tôt? D'ailleurs, pourquoi Dybala n'était pas titulaire, si on veut commencer à en parler? Mais moi, ces 4-là, ça aurait dû être ça, l'attaque de l'Argentine. Di Maria était pas là, je trouvais que c'était logique parce qu'il est passé à côté de son match contre l'Islande. Mais pourquoi pas avoir essayé une attaque avec Higuaín, Agüero, Dybala et Messi et jouer le tout pour le tout. Parce que le match contre la Croatie, c'était le match qu'il fallait gagner. Là, on perd contre la Croatie. Il faut espérer que le Nigeria batte l'Islande et il faut aller battre le Nigeria. Là, il faut sortir les calculatrices. Ouais, c'est la différence de vue. Mais moi, je vais vous l'annoncer aujourd'hui en primeur et j'espère me tromper, mais l'Argentine ne passe pas les poules. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va être la surprise, entre guillemets, encore une fois, parce que pour moi, l'Argentine, elle est quand même surévaluée là-dessus. Mais ça va être la tête d'affiche qui va tomber en premier, effectivement. Ouais. Sinon, c'est ça, pour revenir à Messi, c'était assez difficile pour lui. J'avais jamais vu Messi avec cette attitude-là, en fait. Il a beaucoup marché, il a beaucoup regardé par terre dès le début du match. On sentait qu'il n'y avait pas de réponse au problème, et c'est la première fois que je vois Messi comme ça. Par contre, encore une fois, je vois une équipe d'Argentine qui s'est enlevé les responsabilités pour les donner toutes à Messi. Quand on demandait après le match à l'interview à Sampaoli, qu'est-ce qui s'est passé? Sampaoli, lui, a pris le blanc. Il a dit, c'est ma faute, j'ai mal lu le match, j'ai placé des joueurs au mauvais endroit. Ils ont demandé à Agüero, Sampaoli a dit ça, qu'est-ce que t'en penses? Il a dit, qui dit ce qu'il veut, Sampaoli. Le gars, il s'est déresponsabilisé complètement du match et c'est Messi qui doit prendre tout. C'est Messi qui doit prendre. S'il marque pas, c'est Messi. S'il prend un but, c'est Messi. C'est beaucoup trop pour un joueur, surtout avec un collectif qui l'aide pas. Encore une fois, je veux pas défendre Messi parce que je suis fan du Barça, etc. Il a pas fait un bon match contre l'Islande, il a raté un penalty. Je pense que la Coupe du Monde de l'Argentine s'est jouée là d'ailleurs. Je pense que ce penalty a fait très très mal à Messi, la même avoué après le match. Mais Messi a aucune aide. Les joueurs, on dirait qu'ils lui donnent la balle et ils ne combinent pas avec lui. Ils regardent dribbler 8 joueurs. Et malheureusement, un homme ne peut pas battre une équipe. Là. Ça n'existe plus depuis les années 60. Non, surtout maintenant où est-ce que l'écart entre les soi-disant petites équipes et les favoris, il se rétrécit de plus en plus. On a vu des équipes comme justement l'Islande battre l'Angleterre de façon assez convaincante à l'Euro. On voit, on va en revenir plus tard, mais on voit des équipes comme le Mexique battre les champions du monde en titre. Maintenant, il suffit juste de quelques erreurs pour ne pas y arriver, ou même encore pire, il suffit juste d'une erreur pour pas y arriver. Mais bon, l'Argentine, c'est vrai, comme tu l'expliquais en regardant le 11 titulaire, que sur papier, c'était pas une équipe qui est aussi impressionnante que les gens peuvent imaginer. Mais quand même, t'as des joueurs dans cette équipe-là qui sont des dieux avec leur club. Ceux que j'ai nommés tout à l'heure, même Di Maria en a encore dans les jambes. Malgré le fait qu'il en reste plus tant que ça, il est capable... En principe, il serait capable de te sortir un gros match contre l'Islande, quand même. Il devrait pouvoir sublimer en Coupe du Monde, effectivement. C'est une petite compétition où est-ce que tu donnes tout ce que t'as, et au pire, si t'es pas capable de donner tout ce que t'as, ben ça va se résumer à 3 matchs. Mais bon, j'espère que je me trompe, mais moi je pense que l'Islande est capable de battre le Nigeria. Et même si, à la fin, la Croatie bat l'Islande et l'Argentine bat le Nigeria, ça va se jouer sur les différences de buts. Ils se prennent 3 buts. Mais ils sont moins 2. Là. Ils sont moins 3. Maintenant. C'est vrai, ils sont moins 3, t'as raison. Ils ont fait 1 contre l'Islande. Exactement. C'est vrai, Donc ça va être chaud. Et l'Islande, c'est pas une équipe qui prend beaucoup de buts non plus. Non, absolument, t'as raison. Non. C'est vrai que ça sent la porte de sortie là, pour l'Argentine. Yeah. Bon, on va passer à quelque chose d'un peu plus heureux. C'est pas un match que j'ai regardé, donc je veux pas en parler trop. D'ailleurs, j'aimerais bien le regarder en reprise. France contre Pérou. De ce que j'ai entendu, les Français ont pas joué un football qui était super inspiré. Les Péruviens ont vraiment séduit par contre.
Ils se sont battus jusqu'à la dernière minute, mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Il aurait fallu qu'un but de Kylian Mbappé à la 34e minute pour sceller l'issue du match. La France a gagné 1-0 et a confirmé sa qualification en 8e de finale. Oui, absolument. Et les Bleus ont fait le plus important les 2 premiers matchs, c'est les 3 points, évidemment. Sans séduire dans le jeu, là, surtout contre l'Australie. C'était très, très ordinaire. Après, contre le Pérou, moi, j'ai vu beaucoup que Umtiti avait été très décevant. Donc, direct en 8e, je pense qu'il va devoir se ressaisir un peu. C'est à l'image de sa saison avec le Barça. Il avait très bien commencé l'année et un petit peu mal fini. Est-ce que c'est peut-être dans sa tête, trop de confiance? Ça se pourrait. Un joueur est toujours meilleur quand il y a quelque chose à prouver, que personne n'attend. C'est normal, c'est dans son apprentissage aussi. Est-ce que ça lui prend un gars comme Piqué à côté de lui, comme Varane sans Ramos aussi, qui est moins bon, et là sont les deux ensemble? Est-ce que justement un des deux doit montrer son leadership? Je pense que c'est le temps de Umtiti. Je pense que Umtiti a ça en lui, ce leadership-là. Après, premier match, il cause un penalty très, très stupide, sans être trop méchant. Là. Il fait un smash de volleyball. Là, il va devoir se reprendre au prochain match, faire un match parfait pour en 8e arriver en plus en leader. Là. Cette compétition-là, je pense qu'il peut grandir, comme il avait fait à l'Euro, et finir en patron. Là. Mais je veux revenir sur cette théorie-là de... C'est une fameuse théorie qui a été sortie par Daniel Riolo, là, Milo et Milo. Là. Moi, j'adhère pas à cette théorie-là. Puis je pense que Riolo l'a sorti parce qu'il suit pas vraiment beaucoup le football espagnol. Mais Umtiti et même Varane, pour lui donner le crédit qui lui revient, s'ils performent à côté de Piqué ou à côté de Ramos, c'est parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont meilleurs que Piqué et Ramos. C'est pas parce que Piqué et Ramos les poussent ou c'est pas à cause du leadership de Piqué et Ramos. C'est vraiment à cause qu'ils veulent montrer au public espagnol que oui, la place, elle me revient et non seulement je mérite d'être à côté de Piqué ou à côté de Ramos, mais on est rendu à un point où est-ce que je pourrais même compétitionner avec Piqué ou avec Ramos. Moi, je pense que c'est plus ça. Mais de là à dire que côté leadership, les gens vont pas m'aimer, mais je pourrais donner un petit peu plus de crédit à Ramos qu'à Piqué. Non, 100%. Ramos, c'est le capitaine qui crie pendant les matchs, qui place tout le monde, qui va même recadrer Cristiano durant les matchs. Piqué, il est plus parle à l'arbitre. Tu sais, Umtiti, moi je l'ai vu gueuler beaucoup, là, même sur Piqué. Là. Sur Piqué, sur Alba, sur faire les gauches et tout ça. Piqué, c'est un différent style de leadership. C'est un leadership calme, par la longévité, par le statut. Exactement. C'est quand même un ancien du vestiaire, c'est un enfant de la maison, et toutes les choses qu'on sait. Donc, c'est sûr que ça lui emmène une certaine notoriété dans le vestiaire, puis ça lui emmène, ça commande un certain respect. Mais je pense pas que c'est un leader à l'ancienne, à la Puyol ou à la Migueli ou à la... Non, absolument. C'est un gars qui va plus calmer le jeu. Je pense que c'est justement là où il fit bien avec Umtiti. Umtiti a besoin d'un gars pour le calmer un peu. Je trouve. Des fois, il s'énerve un peu. C'est là qu'il fait des erreurs. Quand il joue posé, c'est là qu'il est excellent. Et il a besoin peut-être d'un Piqué pour ça. Varane, j'ai l'impression qu'il se fait un peu marcher sur les pieds. Il riposte pas trop. Donc peut-être qu'Umtiti, là, il perd un peu plus de concentration. Avec un Hernandez aussi à côté qui est un peu fou comme lui. Il y a une chose que j'entends souvent dire à propos de Varane, puis c'est pas exactement un compliment pour un défenseur, mais j'entends qu'il est gentil dans son jeu. Non, je suis 100% d'accord. C'est quelqu'un qui son jeu est propre, mais son jeu est pas agressif. Son jeu est pas... Exactement. Bon, fait que ça c'est pour France-Pérou. Il y a un autre match qui a été joué hier, qui impliquait les joueurs du Barça. Iran contre Espagne. Et l'Iran ont joué de façon absolument pénible dans les 45 premières minutes. Pénible pour les spectateurs, pénible pour les commentateurs, pénible pour l'Espagne aussi. Et ça a failli donner des résultats. Et quand je dis pénible, je veux pas les dénigrer. Je sais que dans le foot, des fois, on doit se battre avec les armes qu'on a. C'est pas un football que moi j'apprécie regarder, mais si je reprends les paroles de Carlos Queiroz, il l'a mis au clair depuis le début, et même ceux qui suivent le football asiatique le savent que c'est ça, sa stratégie, c'est
de bétonner, de parker le boss et d'attendre l'erreur pour prendre l'adversaire en contre-attaque. Et hier, on a vu des choses comme les joueurs iraniens se précipiter vers le ballon pour couper la passe et le botter en touche. On a vu... Prise de risque vraiment minimale. Ouais, exactement. Minimale. Exactement. La seule fois qu'ils ont attaqué, ils ont pris un but d'ailleurs. Ouais. Et sur une passe avec une précision telle celle d'une montre suisse de la part de Andrés Iniesta directement dirigé vers Diego Costa, qui s'est débarrassé de 2 défenseurs en faisant un 360 et en décochant un tir. C'était un autre but magnifique de Diego Costa qui est la Coupe du Monde de sa vie. Et après ça, les Iraniens ont failli égaliser sur, encore une fois, une erreur catastrophique de Gérard Piqué. Il y a un joueur iranien, je crois que c'était Sardar Azmoun si je ne me trompe pas, qui a marqué, mais il était hors jeu, donc le but a automatiquement été annulé. Et ensuite, les Espagnols ils ont seulement eu à gérer le reste du match et ils se sont sauvés avec les 3 points. Ouais, même une chance à la fin, encore une fois, Piqué, il se met un petit pont. Il s'est complètement humilié. Tu sais, le joueur iranien dont j'oublie le nom était tout seul contre lui. Je crois que c'était Ali Reza. Et Ali Reza, c'est le meilleur marqueur du championnat néerlandais. Il joue avec la AZ Alkmaar. Mais Piqué, il s'est fait avoir beaucoup trop facilement. Il a été beaucoup trop naïf là-dessus. Et je pense que là, c'est une des faiblesses de l'Espagne. Ça va être des Piqué, même des Alba, j'ai envie de te dire. Même Carvajal sur le match, je les ai trouvés un peu naïfs défensivement. L'Espagne, à l'image de l'Euro ou contre l'Italie, contre la Croatie quand ils ont perdu, ils étaient, comment je pourrais dire, trop confiants en fait. Ils marquent un but puis ils deviennent trop confiants. Là, ils ont pris le but de l'Iran qui était refusé et il y a eu une grosse chance à la fin. Là. C'est quand même 2 occasions contre l'Iran. L'Iran a joué à la fin du match. Mais... Ben, l'Iran sont allés pour l'exploit parce que s'ils perdaient l'Iran, ça changeait rien de perdre ou faire un match nul. Ils doivent quand même battre le Portugal. Donc pour eux, ça changeait rien. Ils sont allés pour faire le 0-0, pour croiser les doigts, marquer un but à la fin. Et c'est presque arrivé. Là, ils ont eu 2 grosses chances à la fin. Ils auraient pu se sauver avec les 3 points. Ils sont allés pour l'exploit, pour pas se prendre 6-0 non plus. Mais tactiquement, Carlos Queiroz, à son image, là, c'est un génie. Défensivement, bien évidemment, mais tactiquement, comment les gars coulissaient, comment les gars changeaient de position. L'attaquant, des fois, il se retrouvait au milieu défensif quand il fallait le faire, selon le contexte du match. C'était très impressionnant, mais c'est vrai qu'à moins d'être très friand de tactique, c'était pas spectaculaire comme match. Là. C'était 10 dans la surface, puis on se débarrassait du ballon s'il n'y avait personne de libre. Mais l'Espagne a réussi à quand même avoir les 3 points, à s'assurer presque d'une qualification, je crois, à moins d'une catastrophe. Gros match d'Iniesta. Iniesta est parfait pour ces matchs-là, en fait. Il ne doit pas trop courir, il n'y aura pas trop de pression sur lui. Busquets, encore une fois, très bon. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mine de rien, il fait une super Coupe du Monde, Busquets. Mais on ne parle jamais de lui. Et on devrait. Super propre, rien à dire. Je voulais emmener un petit point, mais je ne veux pas parler de ça trop longtemps. Là. Le fameux homme du match, Budweiser. Ça l'a... tu peux voter à la mi-temps, ça donne une idée. Ça donne ce que ça donne. Ok. C'est ça. Ok, bon. Suivant. Brésil contre Suisse, je ne veux pas en parler super longtemps parce que c'est un match qui date un peu. Là. Il a été joué dimanche passé. Mais juste rappeler que Coutinho a marqué un but magnifique de l'extérieur de la boîte. Magnifique. Un but signé Coutinho. Mais que, encore une fois, c'est un match difficile parce que les Suisses ont été hyper physiques et ils ont réussi à aller chercher le but qu'il fallait pour égaliser. Et là, le Brésil se trouve en difficulté. Mais bon, il reste encore 2 matchs à jouer. Tout est possible. Mais c'était pas un match qui était hyper excitant. Ouais, c'est vrai. C'est un bon réveil pour eux. Je pense que le Brésil, à 1-0, ils ont voulu gérer. Paulinho aussi, il était titulaire d'ailleurs. Moi, j'étais quand même surpris parce que quand tu as des gars comme Fernandinho sur le banc, de voir Paulinho Casemiro était titulaire à ses côtés. Donc, c'est quand même 2 bons milieux défensifs. Je m'attendais à avoir plus peut-être d'attaque en fait contre la Suisse. Mais Coutinho était bon malgré un Neymar qui a monopolisé la balle pour le perdre. Coutinho, je pense qu'il était très intéressant et je pense il va être en train de devenir un leader dans cette équipe du Brésil et ça c'est que bénéf pour le Barça. Tu te souviens quand je t'ai dit dans notre avant-goût de la Coupe du Monde
que Coutinho pouvait possiblement Ouais. être la révélation de cette Coupe du Monde par-dessus même un Neymar. Je te croyais pas. Là, tu me croyais pas, mais là, je pense que c'est en train de se réaliser. Il y a deux choses sur lesquelles tu me croyais pas. Caballero titulaire avec l'Argentine, tu m'as pas cru non plus. Ouais, mais ça, regarde ce que ça fait. Ouais, mais c'est pas... Ouais, non, mais t'as raison. C'est clair. je te dis pas que ça aurait été mon choix, mais... sinon, le match qui m'a fait plaisir. J'étais dans un resto bar avec énormément de supporters mexicains pour regarder le match Mexique contre Allemagne. Et en ma compagnie, il y avait le champion du monde demi-lourd de boxe, Monsieur Eleider Alvarez. C'était un honneur pour moi de le rencontrer et de regarder le match en sa compagnie. Et quelle ambiance, quel match. Les Mexicains ont dominé tout le long. Ils ont gaspillé énormément de chances. Je me suis inquiété pour eux. Chicharito, je comprends même pas pourquoi il était titulaire d'ailleurs. Oui, il faut lui créer les opportunités, mais une fois qu'il les a les opportunités, il fait pas grand chose avec. Mais tu vois, en repensant au match, quand je me suis calmé, parce qu'après j'étais épuisé après ce match, j'ai jamais été stressé autant de ma vie pour un match. Beaucoup de duels où Chicharito il sort Boateng du jeu. Beaucoup de duels. Mais ensuite, il fait quoi? Mais en fait, ensuite, sur le but de Lozano, c'est Chicharito qui décroche et qui amène Boateng, il crée un espace derrière. Ouais. Il a créé énormément d'espace. Oui, il a pas fini assez. Il y a des chances où Chicharito avec la balle il est pas bon. Il doit faire des tap-ins. C'est ce qui est ici pour faire des passes. Non, mais il n'y a pas de l'air à l'aise avec la balle au pied, on le voit clairement. Exactement, mais ses mouvements, ses déplacements sans ballon ont libéré Vela, qui était tout seul entre Kroos, Khedira et Boateng. Hummels, et lui a fait les décalages pour des Lozano, pour des Layun qui ont créé énormément de chances, mais oui, absolument, le Mexique a gâché énormément. Et l'entrée magnifique de Rafael Marquez. Et je pense qu'il touche 2 ballons et crée 2 attaques. Je veux dire, c'était. Mais t'as vu son leadership sur le terrain? Tu vois que balle au pied, Mexique, il manque. Si Marquez avait 28 ans, je me dis, c'est bon, on passe les 8e de finale. Comme, il nous a fait énormément de bien. Il a calmé aussi les joueurs. Ils sont calmes avec la balle. Il y a une balle où il est à la course avec, je pense, Kroos ou Reus. Et il gagne la balle. Je me suis dit, c'est bon, on va gagner. Si Marquez gagne une course à 39 ans, on va le gagner ce match. Mais ouais, son assurance, son calme, sa classe. Très, très content de voir Marquez dans ce match-là. Très content de le voir célébrer après une victoire contre l'Allemagne. C'est clair. Puis écoute, l'Argentine, il leur reste plus grand-chose. Le Maroc est éliminé. Moi, je suis avec le Mexique. Là. J'ai pas le choix. Ils m'ont séduit, cette équipe. Lozano qui a bien profité du boulevard Joshua Kimmich. Ah, moi, honnêtement, c'était ma surprise de ce match. Kimmich, pour moi, qui est encore le meilleur défenseur droit au monde, a simplement pas défendu. Tandis qu'avec le Bayern, il est toujours là, il fait des allers-retours. Même les 2 défenseurs, enfin, n'ont pas défendu, mais c'était limite atroce. Là. Ouais. Ça m'a étonné d'un joueur Pep aussi. Hein. C'est un joueur, c'est un joueur Pep, c'est un joueur position, c'est quelqu'un qui est capable de gérer, mais les consignes étaient beaucoup trop hautes, les latéraux, parce que les deux, même Plattenhardt de l'autre côté, ils descendaient pas du tout. Les consignes étaient beaucoup trop ambitieuses pour les latéraux, surtout que l'Allemagne ne jouait avec aucun milieu défensif, fait qu'ils défendaient à 2. Qui dira Kroos, c'est pas vraiment des récupérateurs, fait que les gars, ils cherchaient l'intervalle, Kimmich cherchait l'intervalle, perdent la balle, c'est 2 contre 2. Mais en même temps, tu mets qui comme milieu défensif? Julian Brandt? Ouais, Brandt, c'est un allié. T'en amènes un. Il y a pas... c'est ça. Mais je veux dire, il y a pas d'option sur le banc. Ouais, c'est vrai. Les plus défensifs de tous les milieux qui ont été sélectionnés. Même Kimmich peut jouer, c'est ça, à la limite. Mais là, il faudrait que tu joues à... si tu fais jouer, c'est ça. Derrière, ouais. Non, c'est vrai. Mais tu sais, même les consignes de... Si on monte avec la balle, Kroos reste un peu derrière, ou Khedira reste un peu derrière. Tu sais, c'est les latéraux, en fait. Pour moi, les latéraux, tu peux pas les faire monter si t'as pas de milieu qui reviennent. Parce que là, tu défends à 2. Effectivement. C'est un peu mais dangereux. je pense qu'ils ont... Est-ce qu'ils auraient pêché un peu par arrogance? Est-ce qu'ils auraient sous-estimé l'équipe mexicaine? Je pense que oui. Et je pense aussi le Mexique, le plan de match de Osorio, qui est énormément critiqué au Mexique depuis qu'ils ont perdu 7-0 contre le Chili, avec raison. Là, tu perds 7-0, c'est normal de se critiquer. A fait un match, un plan de match parfait. Les contre-attaques du Mexique sont toutes pareilles. Sont toutes dessinées de la même façon, sont toutes pratiquées et ça se voyait. Là. Après la finition, honnêtement, j'ai l'impression que le Mexique s'attendait pas à avoir autant de chance. On dirait qu'eux-mêmes étaient surpris, puis ils ont un peu paniqué. Tu dis qu'Osorio est beaucoup critiqué au Mexique, il est énormément critiqué aux États-Unis aussi, puis là il est en train de revirer beaucoup de monde de bord. Le panel entier d'ESPN FC maintenant, ils sont pro Osorio.
Ben, c'est clair, il a battu l'équipe championne en titre avec le Mexique. Là, Ouais. C'est phénoménal. Hein. C'est phénoménal. Sinon, je vais te rajouter une petite info ici que j'avais zappé. Le Barça serait intéressé à Lozano? Ben, après son match, tous les clubs, les rumeurs ils sont sortis, mais le Barça, ça m'a intéressé. Il y a 2-3 articles, je pense que c'était Sport ou As, je ne me rappelle plus, qui avait sorti la nouvelle, comme quoi que des recruteurs avaient regardé peut-être plus Lozano, qui a fait une énorme année à Eindhoven. Là, je pense qu'il y avait déjà pas mal de recruteurs qui l'avaient déjà scouté. Là, avec son match, je pense qu'il va être très intéressant. Après, pour le Barça, pour être honnête avec toi, je ne sais pas avec Dembélé. Sans Dembélé, je t'aurais dit peut-être dans la rotation, dans le sens que lui, il ne va pas demander d'être titulaire au Barça. Là. Fait que, dans la rotation, ça aurait pu être un Pedro à l'époque, qui rentre, qui se plaint pas, il défend, il est rapide, il fait pas de dribble de gris-gris. C'est un gars simple, qui joue clair. Finition s'est amélioré, mais il est jeune encore. Mais je pense qu'il a mis une vingtaine de buts cette année en jouant ailier gauche. Il a 22 ans maintenant? Au 21-22, ouais, je crois. Okay. Première Coupe du Monde, il marque contre l'Allemagne. Fait que, je pense qu'au Barça, dans la rotation, ça aurait pu être intéressant. Puis moi, j'aurais été content d'un Mexicain au Barça, mais là, je pense qu'avec Dembélé et tout. Non, c'est pas mal réglé, mais de toute façon, je lui souhaite pas de faire un move comme ça. Tu sais, s'il veut partir de PSV à Eindhoven, je veux bien comprendre, mais ce serait peut-être mieux pour lui d'aller peut-être dans un club qui est un peu plus petit, puis de poursuivre son développement. Ouais, ou même un club où il n'y a pas trop de vedettes avec trop d'ego. Tu sais, dans le sens qu'on a Dembélé, on l'a acheté à 100 millions, fou qu'il joue. Tu sais, t'as pas le choix. Coutinho, 140, fou qu'il joue. Fait que même si Lozano il met 3 buts en 3 matchs, Dembélé va jouer parce qu'il va avoir trop de pression. Exact. J'ai vu que la Juventus était intéressée à Lozano. Juventus, c'est pas un petit club, je vais pas dire ça. Non. Mais l'institution, l'infrastructure et la mentalité, ce serait parfait pour un gars comme ça. Tu sais, regarde ce que la Juventus ont fait de Pogba. Tu sais. Ouais. Fait que moi, je pense que Lozano, à Juventus, un club comme ça serait super intéressant, même si j'aurais aimé voir un autre Mexicain porter les couleurs du Barça. Parfait, fait que ça conclut la revue des matchs de la semaine. Il va nous en rester quand même énormément à couvrir, donc restez avec nous pour les semaines qui suivent. Sinon, maintenant, on va parler des infos de la semaine. Il y a un autre enfant de la Masia qui part pour Monaco, ça fait 2 en 2 ans, Robert Navarro, donc qui va suivre les traces de Jordi Mboula. Et j'espère pour lui qu'il y aura plus de minutes avec l'AS Monaco que Jordi Mboula. Ça c'est le gros risque, hein, pour ces jeunes. Ils quittent la Masia en pensant s'ouvrir des portes, en pensant aller chercher plus d'opportunités de jouer, ou on va pas se le cacher, aussi plus d'argent. Mais est-ce que ça rend vraiment service à leur développement? Est-ce que c'est une bonne idée pour eux d'aller voir ailleurs au risque que ce soit dès leur jeune âge leur dernier gros contrat? Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un gros risque. À l'image d'Mboula, pour moi, il part avec une étiquette de soit il joue à Monaco ou lui il veut pas jouer en réserve. Fait que, il va pas jouer en équipe A, à moins qu'il soit si bon que ça. Je pense pas qu'il est si bon que ça. Par contre, tout le monde veut te rappeler des cas comme Fabregas, par exemple, qui est parti très jeune et qui a explosé Arsenal. Je pense qu'il y a des joueurs, ils auraient mieux à faire de partir, mais de rester, s'ils veulent partir évidemment, mais de rester en Liga, un championnat qu'ils connaissent déjà, un championnat qui valorise énormément les valeurs prônées par la Masia. Donc un jeu à une touche, un jeu technique, un jeu de passe. Les gars qui vont en Angleterre, ils sont perdus, c'est pas trop leur style. Fabregas est parti à 16 ans, c'est un peu différent, sa formation n'était pas complétée. Mais tu sais, moi je pense que tant qu'à ça, c'est sûr que l'année dernière, pour peut-être jouer l'avocat de la défense, là, la direction avait rien à foutre de la Masia, là, on peut s'en cacher. Là. Il envoyait ça comme message plutôt. Donc je peux comprendre certains joueurs qui ont peut-être paniqué puis ont voulu partir. Mais là, avec le changement, comme Khalil nous avait dit la dernière fois, avec Pimienta qui fait jouer énormément les joueurs du la Masia, j'espère qu'ils vont rester ici. Effectivement, puisqu'on parle de la Masia, je vais parler d'une autre info qui est sortie cette semaine. Il y a Andri Gudjonsen, l'aîné des fils de Heidor Gudjonsen, ex-joueur du Barça, de l'année du triplé de 2009. Oui, absolument. Qui était au RC d'Espagnol, il vient de signer au Real Madrid. Et son petit frère, Daniel, qui était avec les Alevi au Barça, il va suivre son frère et il va signer il a signé au Real Madrid également. Et la raison qui a été évoquée
par le papa Gudjohnsen, c'est qu'il veut que la famille reste ensemble. Il veut que les deux frères restent au même club. Puisque le Barça n'a pas réussi à s'entendre avec Andri, eh bien Andri et Daniel vont aller poursuivre leur développement au Real Madrid. Et Andri est d'âge juvénile, by the way. Ouais, l'enfant de Gudjohnsen qui était Daniel, en fait, qui était au Barça, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses à son sujet. Après, c'est le fils de Gudjohnsen, donc bon, beaucoup de monde vont faire des raccourcis, ils vont dire il est très bon, c'est le fils de Gudjohnsen. Ouais. Après, j'aurais voulu que les deux soient au Barça, pour être honnête avec toi. Que le Barça ait perdu un jeune prometteur, fils de footballeur en plus, qui est quand même une bonne image pour le club. C'est un peu c'est très dommage en fait, surtout au Real Madrid. Après, imagine le scénario, les deux, un au Barça, un au Real, ils finissent l'équipe première, classico, les deux frères contre, ça aurait été le fun aussi. Mais évidemment, on souhaite le meilleur à ces joueurs-là, et c'est dommage de voir des jeunes quitter au Barça, parce que le Barça offre quelque chose de moins bien que le Real. Ça fait toujours tâche, selon moi. Ouais, ben là, puisque tu as ouvert une belle petite porte pour moi, je vais rentrer dedans. On risque de voir un autre scénario, est-ce que deux frères soient à l'opposé du Classico. Il y a Lopetegui qui a fait un peu la même chose que Pep Guardiola au Bayern il y a plusieurs années déjà. Il a fait de Thiago non pas sa priorité numéro 1, mais sa seule priorité pour l'instant. Et on n'entend rien pour l'instant du clan Mazinho, qui est le père de Thiago et Rafinha. On les a entendu ni nier ni confirmer cette rumeur. Donc, il n'y a rien de fait encore, mais affaire à suivre. Et moi, ça me ferait énormément de la peine. Ouais, ça ferait mal. Tu sais que ce serait seulement le deuxième de l'histoire, le deuxième gradué de la Masia de l'histoire à signer pour le Real. Le premier avait été Albert Celades en l'an 2000. C'est une question de quiz. Ah non, ça me ferait de la peine en plus parce que Thiago est bon. Il est Thiago, c'est un joueur qu'on veut. C'est un gars de la Masia. Là, les Real commencent à prendre des joueurs, plus des joueurs talentueux que nous, style Barça, ça ferait mal. Ouais. Ça ferait mal. En plus, Thiago, pour moi, c'est l'héritier de Xavi Iniesta. Déjà qu'il est parti au Bayern, ça m'a énervé un peu. Après, bon, tu te disais, il y avait encore Xavi Iniesta qui jouait tous les matchs, avec raison d'ailleurs, fait que tu pouvais comprendre un peu. Mais là, qui est Real, ça me briserait le cœur. À suivre. J'espère que ça arrivera pas. J'espère qu'on va réussir à s'entendre avec lui avant. Mais à suivre. Sinon, une autre petite info mercato. Douglas a été rappelé de Benfica. Benfica ne veut pas poursuivre l'aventure avec le latéral droit brésilien. Surprenant. Et selon un quotidien français, Ouest France, Douglas serait prêté au FC Nantes. Donc, on poursuit la ronde des prêts pour le légendaire latéral droit brésilien. Chapeau à son agent. Carles Puyol n'est plus agent de joueur. Il a décidé officiellement, il a dit que il sentait pas qu'il avait le profil pour être agent de joueur et qu'il voulait poursuivre à temps plein ses fonctions d'ambassadeur de la Liga et je pense aussi qu'il y a des fonctions avec l'UNICEF, mais moi je pense que ça cache quelque chose de plus gros. Est-ce que Pep Segura serait sur son départ le 30 juin et est-ce que Carles Puyol viendrait le remplacer? J'espère. Une autre affaire à suivre, dans ses fonctions d'agent de joueur, il a sûrement garni son carnet d'adresse, donc peut-être que c'est l'homme de la situation, mais moi je serais pas étonné que quelque chose de plus grand se passe avec Carles Puyol, et si ça arrive, j'espère que ce sera avec le Barça et non avec un autre club. Ouais, non, absolument, 100% d'accord. Une autre info, la Juventus qui a déclaré haut et fort cette semaine que Miralem Pjanic n'était pas à vendre, donc si vous rêviez à Pjanic, je pense qu'il va falloir oublier ça. Et puisqu'on parle de milieu de terrain talentueux et créatif provenant des Balkans, je voulais parler de Sergej Milinkovic-Savic. Sergej Milinkovic-Savic, c'est un milieu offensif. Pardon? La perle de Serie A. La perle de la Serie A, il joue pour la Lazio, il représente la Serbie en Coupe du Monde. Si vous avez vu le magnifique match entre la Serbie et le Costa Rica, vous aurez dû remarquer un petit milieu de terrain offensif portant le numéro 20
qui a eu un match absolument incroyable, incluant un coup de ciseau renversé qui a bien failli tromper la vigilance de Keylor Navas. Et il y a une énorme cote en Italie. Et connaissant la Lazio, ça a souvent été un club vendeur, surtout de par sa position dans le classement. Il joue jamais vraiment pour des trophées, surtout récemment. Donc, je pense qu'il y a un coup à jouer, mais je dis ça sous toute réserve. Moi, c'est un joueur que j'affectionne beaucoup, mais j'ai pas entendu de rumeurs nécessairement à ce sujet. Je sais que la Lazio avait mis un prix de 100-120 millions pour lui. Tout le monde s'était calmé dès que le prix était sorti. Ouais. Mais en plus, comme je voulais dire, Sergej Milinkovic-Savic, c'est oui, il est serbe, mais il est né en Espagne. Et son père était footballeur en Espagne. Donc, il serait pas totalement dépaysé. Absolument. Ce serait un peu un retour à la maison pour lui. Sinon, dernière info de la journée. Clément Lenglet signerait au Barça le 1er juillet. Le Barça veut attendre au 1er juillet pour lever la clause libératoire de Clément Lenglet afin que la dépense soit reportée sur l'exercice financier 2018-2019. Ça, c'est des opérations... les trucs de comptable que je peux peut-être expliquer en profondeur un autre jour. Mais tout ça pour dire, l'année financière du Barça se termine le 30 juin. Donc, les dépenses pour l'année courante ont déjà été faites. Le budget a déjà été atteint. Donc, si on attend juste un petit 10 jours, on va pouvoir se reporter au budget de la saison prochaine. Moi, je pense que ça fait du sens d'un point de vue comptable. J'espère juste que si c'est un objectif que la direction sportive s'était fixé, qu'ils vont pas se faire damer le pion par un autre club. Ouais, d'après moi, comme tu l'as dit, c'est déjà réglé. Clément Lenglet a déjà son contrat signé, puis on attend juste, comme tu as dit, l'année financière là, pour régler le tout. Là. That's it. Un petit mot de la fin? Hâte de voir les prochains matchs de la Coupe du Monde, en espérant qu'il y ait des joueurs du Barça le plus loin possible, ou des ex-Barça comme Rafael Marquez. Alors, on croise les doigts, et encore une fois, en espérant des beaux matchs encore. Parfait. Notre prochain épisode, la semaine prochaine, va pas mal couvrir la fin de la phase de poule. Absolument. Je vais juste regarder pour m'assurer. Ouais, la phase de poule se termine jeudi le 28 juin. Donc, dans votre prochain épisode du Blog Rana Podcast, vous allez avoir un retour sur les grosses performances, les gros matchs des joueurs du Barça en cette Coupe du Monde 2018, en plus des infos qui vont être sorties d'ici là. Donc, merci encore de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Ciao. Salut.